Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va faire une petite vidéo préparation au Japon. Vous êtes prêts? C'est parti. Aujourd'hui j'ai choisi 3 sujets principaux: l'avion, la télécommunication et la monnaie. Vous êtes prêts? C'est parti. Alors au niveau de l'avion, il y a énormément de compagnies bien sûr qui vont jusqu'au Japon à partir de la France. Moi, pour vous dire, j'en ai fait pas mal. Alors le tout premier voyage, j'ai fait British Airways. Voilà, j'avais fait un Paris-Londres, Londres-Tokyo. Ensuite, j'étais passée par Finnair. Donc j'avais fait Paris-Oslo, Oslo-Tokyo, si je me souviens bien. Et après, j'avais aussi fait ANA. ANA, c'était donc directement un Paris-Tokyo. Et bien sûr, les compagnies comme British Airways ou Finnair, c'est moins cher, mais il y avait une correspondance. Alors que ANA, c'était une compagnie directe et une très bonne compagnie. Clairement, moi, c'est celle que j'avais préférée. Les gens étaient vraiment très gentils. Comme j'étais malvoyante, c'est la seule compagnie sur les 3 qui s'était occupée de moi du début à la fin. On m'avait aidé pour trouver l'avion. On m'avait aidé pour récupérer mes valises, on m'avait aidé pour passer la douane, enfin bref, c'était vraiment génial. Alors que pour les 2 autres, j'étais un peu plus toute seule, clairement. Notamment le premier voyage, j'étais partie donc à Londres pour la correspondance et c'était la première fois que je voyageais toute seule, c'est la première fois que j'allais au Japon toute seule. Et voilà, c'était pas évident, mais je m'étais plutôt bien débrouillée, donc c'est-à-dire que c'était pas si compliqué que ça. Mais vraiment, j'avais préféré ANA, clairement. Et cette année, je pars avec Air France. Alors pourquoi? Tout simplement parce que de Bordeaux, je n'ai pas trop le choix. C'est que Air France. Et du coup, je vais faire un Bordeaux-Paris, Paris-Tokyo. Avec un petit avion d'Air France. Et après, un gros avion Air France. Je sais pas trop ce que ça donne, Air France. J'ai surtout peur en fait pour vous dire qu'il y ait des grèves. C'est pour ça que j'ai toujours essayé de pas prendre Air France. Je sais pas pourquoi, c'est peut-être un préjugé, mais j'ai toujours peur de grève avec Air France. Donc, mais j'espère que ça se passera bien, j'espère qu'ils s'occuperont à peu près bien de moi, etc. Et qu'il n'y aura pas trop de problèmes, voilà. Et je vais partir avec 3 bagages, normalement. Enfin, 3 valises en soute. Parce qu'il me faut 2 valises pour rentrer mes affaires. Et aussi mon arc. Et la 3e valise, en fait, ce sera ma potence. Ce sera la valise de ma potence. Parce que je veux vraiment partir avec mes affaires de tir à l'arc. Donc, je suis obligée de prendre une valise pour mettre mon arc, etc. Toutes mes affaires, en plus d'autres affaires diverses. Et après, prendre aussi la potence. Je pense que c'est quand même important. Parce que j'ai quand même l'objectif de faire des compétitions. Enfin, de faire pas mal de choses au Japon. Et avec la potence, je pense que ça sera... Maintenant, on va parler télécommunication. Alors pour vous expliquer un petit peu moi comment ça s'était passé pendant mes précédents voyages. Pour mon premier voyage, j'étais partie sans internet, clairement. J'avais pas... Il y avait quelques endroits dans la ville où on peut avoir du wifi, donc je fonctionnais comme ça. Et j'avais imprimé des cartes avec les quartiers, etc. Et je me débrouillais un petit peu comme je pouvais. Voilà, c'était vraiment la grande aventure. Jusqu'à ce que je tombe sur un ami japonais qui m'avait prêté en fait un pocket wifi. Et ça a changé la fin de mon voyage. C'est la fin du premier voyage. Parce qu'en fait, c'était comme... oui, enfin, c'était une toute petite machine qui me permettait en fait d'avoir du wifi. Et en fait, ce wifi, en fait, je le récupérais grâce au... Comment dire? En fait, c'était mon ami japonais qui avait son téléphone avec son forfait et qui avait en fait connecté cette machine pour que je puisse en fait pomper son forfait. Voilà. Donc c'était très pratique à la fin. Ça a changé un petit peu ma façon de voyager parce que j'avais du coup beaucoup moins peur de m'aventurer dans des endroits que je n'avais pas sur mes plans et du coup c'était beaucoup plus facile. Du coup, les fois d'après, j'ai en fait repris, la fois d'après, j'ai repris un pocket wifi pendant tout mon voyage, ce qui était vraiment très pratique.
Donc les Pocket Wi-Fi, vous pouvez en trouver notamment au niveau des aéroports de Haneda et Narita. Vous pouvez les commander sur par exemple 15 jours, un mois, une semaine, etc. Ils vous donnent tout ce qu'il faut, notamment pour le renvoyer à la fin. Une grosse enveloppe avec tout le matériel, les stickers pour coller sur l'enveloppe, pour renvoyer, etc. Donc c'est très pratique, ça marche plutôt bien, même dans des endroits où il n'y a pas grand chose, où c'est vraiment la campagne, etc. Moi j'ai pas eu de soucis quand j'étais notamment au Mont Koya. Mont Koya c'est vraiment la campagne, c'est en montagne, etc. Mais moi il n'y a pas eu de problème, j'avais du réseau à peu près partout. Depuis l'année dernière, j'ai testé un autre mode d'utilisation pour avoir internet. C'est tout simplement une carte SIM. Une carte SIM qui permet vraiment d'avoir comme un forfait, mais qu'un forfait internet. C'est-à-dire vous n'avez pas de numéro japonais, vous ne pouvez pas envoyer de SMS, de MMS, ce genre de choses. C'est juste pour internet. Et notamment cette carte SIM, vous pouvez en acheter soit au Japon directement dans les aéroports, ou alors comme moi, ça fait 2 fois que je le fais, je l'achète à l'agence de voyage Vivre le Japon. Alors leurs locaux sont à Paris, mais ils ont un très bon site internet où vous pouvez commander ce genre de choses. Et l'année dernière, moi comme j'étais partie un mois, j'avais pris une carte SIM pour un mois, alors que là j'ai pris une carte SIM pour 15 jours. Bien sûr, pour avoir ce genre de choses, il faut que votre téléphone soit débloqué, bien sûr. Au niveau du réseau, moi j'ai jamais eu de problème, ça se passait plutôt bien. J'avais du réseau à peu près partout, même quand j'allais à la campagne, donc il n'y avait pas trop de soucis de ce côté-là. C'était plutôt bien. Alors au niveau du prix, je crois que c'est une quarantaine d'euros pour un mois. Et donc une vingtaine d'euros pour 15 jours, à peu près, il me semble. Il me semble que c'est moins cher que le Pocket Wi-Fi. Le Pocket Wi-Fi doit être quand même plus cher, mais vous pouvez aussi commander donc un Pocket Wi-Fi grâce à cette agence de voyage, sachant que le Pocket Wi-Fi, ils ne vous le donneront pas tout de suite. Le Pocket Wi-Fi, quoi qu'il arrive, vous allez le retirer au Japon. Alors que la carte SIM, comme celle-ci, là, vous pouvez l'acheter et la recevoir directement chez vous ou en France, en tout cas, quand vous allez la chercher directement à l'agence. Voilà. Donc, pourquoi moi j'ai pris une carte SIM comme ça, c'est que les premiers jours, je vais pas forcément avoir un forfait japonais. Donc, je préfère être sûre d'avoir quelque chose en arrivant. Après, quand je serai sur place, la première semaine, je vais faire toutes les démarches administratives, la préfecture, ouvrir un compte en banque et avoir un forfait téléphonique japonais. Mais en attendant, pour être sûre, je préfère prendre ça pour pouvoir faire tout ce que je veux ensuite quand j'arrive au Japon directement. Enfin, je voulais vous parler maintenant de tout ce qui est monnaie. Alors au Japon, la monnaie c'est le yen. Et en gros, 1000 yens, 1000 yens c'est à peu près 7,70 €, 7,80 €. Il faut savoir qu'au Japon, on n'utilise pas beaucoup la carte bancaire. C'est un pays qui aime le cash, qui aime directement utiliser les billets plutôt qu'une carte. Par exemple, moi j'aime pas du tout avoir de l'espèce sur moi, je préfère largement utiliser la carte bancaire. Mais bon, c'est comme ça, donc je vais vous montrer quelques billets que j'ai encore pour partir. Alors, le billet le plus courant qu'on peut trouver, c'est le billet de 1000 yens. Voilà. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, 1000 yens, c'est à peu près 7,50, 7,70. Voilà. Alors, sur ce billet, le personnage qui est là, c'est Niguchi Hideyo. C'est un scientifique qui a notamment trouvé le remède à la syphilis. Voilà. Et donc, à l'arrière, on voit le mont Fuji avec notamment des fleurs de sakura. Maintenant, on va passer au billet de 2000 yens. Alors, c'est un billet un petit peu spécial. Alors, sur le devant, vous pouvez voir le Shuleimon de Naha. Naha, c'est une grande ville à Okinawa. Voilà, ça c'est un des grands monuments de la ville. Et à l'arrière, on peut voir en fait une partie du conte, d'un conte du 11e siècle japonais, le conte de Genji. Voilà, c'est un billet un petit peu spécial. Pourquoi? Parce qu'il est en édition limitée. Enfin, c'est pas
un billet qu'on retrouve couramment au Japon. C'est surtout en fait les étrangers qui en ont. Pourquoi? Parce que en fait il a été édité à partir de l'an 2000. C'est pour ça que c'est 2000 yens. Hein. En fait, enfin lors du G8 qui a eu lieu au Japon et pour fêter en fait le nouveau millénaire, l'an 2000. Donc voilà, c'est un billet un petit peu spécial par rapport aux autres, mais qui est très mignon. Maintenant le billet de 5000 yens avec notamment Ikuchi Ichiyo, écrivain japonais du 19e siècle, et derrière on peut voir en fait un tableau avec des iris. Voilà. Enfin le billet de 10 000 yens, à peu près 70 euros, avec Fukuzawa Yukichi, qui est notamment le fondateur l'université de Keio, qui est une des plus grandes universités de Tokyo et du Japon. Et c'est un homme qui est vraiment très très important au Japon, qui a permis vraiment le développement en fait du Japon moderne. Et derrière, vous pouvez voir une statue bouddhiste qui se trouve notamment dans un temple au niveau de la ville de Kyoto. Enfin, le dernier billet que je ne peux pas vous montrer parce que je n'en ai jamais eu et je n'en ai même jamais vu, c'est des billets de 500 yens. Alors dessus, vous allez voir, il y a Iwakura Tomomi, donc c'est lui, qui était un politicien du 19e siècle et qui était vraiment quelqu'un qui a essayé d'empêcher en fait le Japon de s'ouvrir au monde extérieur. Voilà. Donc ça, c'est un billet de 500 yens. Mais comme les billets de 200 yens, c'est vraiment quelque chose qui est très rare. Par exemple, c'est des billets qui ne sont pas acceptés dans les distributeurs japonais. Et lorsqu'on va à la caisse et qu'on utilise ce genre de billets, en fait, les vendeurs ont tendance à bien regarder le billet et être sûr que c'est des vrais, etc. Parce que c'est quelque chose qui n'est pas courant au Japon. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo sur la préparation du voyage au Japon vous a plu. Si vous avez des questions sur des éléments que je vous ai montrés en vidéo, si j'ai fait des erreurs ou si vous voulez avoir des informations sur d'autres sujets que j'ai pas encore traité, n'hésitez pas à le mettre en commentaire et j'y répondrai avec grand plaisir. Ça pourra peut-être m'inspirer pour les prochaines vidéos. On se retrouve très très vite pour des nouvelles vidéos sur la préparation de mon voyage au Japon. Là, je file pour préparer ma valise. À bientôt sur la chaîne.